Ce soir, nous allons parler d'art, de cinéma, de propagande, de politique, avec deux invités qui connaissent ce sujet, pas forcément sur le bout des doigts, quoique ça dépend pour qui, mais quoique ça se trouve si en fait, et qui ont tous les deux exercé dans le domaine, auprès de Dieudonné aussi, au cinéma ou sinon au théâtre. Donc nous avons Greg Tabillan et Daniel Conversano. Bonsoir messieurs, tout d'abord. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Greg, bonsoir Zioglo, bonsoir à tous. Eh bien, Zioglo. Alors du coup, alors je vais poser une première question très simple, parce que j'avais déjà entendu ça à l'époque, et d'ailleurs tu t'es fait épingler par Antoine Goya, Greg. L'humour et l'art peut-il être politique, et est-ce qu'il doit être politique? Et je vais commencer par Greg d'abord pour répondre, et ensuite ce sera Daniel derrière. Est-ce que l'art doit être l'art, il est ce qu'il est, il n'a pas d'injonction à être ou quoi que ce soit. Il peut constituer un moyen de véhiculer une propagande politique, ça c'est une évidence. C'est un support merveilleux. La gauche s'est intégralement construite sur la culture, enfin sur ce qu'elle en a fait. Oui, elle peut l'être. Est-ce qu'elle a vocation à l'être? Non, il n'y a rien de pire que certains collègues humoristes que j'ai pu voir, là je parle spécifiquement de ce métier-là, qui sont des gens brillants quand il s'agit de parler de sujets pas subversifs, qui sont drôles, et qui un jour se sentent dans l'obligation à la Norman de faire une vidéo sur la politique, et ça te donne 25 minutes de les méchants sont méchants et les gentils sont gentils. Et c'est une catastrophe et ça se passe mal à chaque fois. Donc c'est certainement pas une obligation de donner pour moi une dimension politique à son art, et je fais pas partie de ceux qui vont dire oh là là, dès qu'un truc n'est pas subversif ou dès qu'un truc ne parle pas de politique, il va être forcément détestable ou à chier. Non, il y a le divertissement, rien de sale. Une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sentent dans l'obligation de politiser leur art. Et le problème, c'est que c'est souvent pas très bon. D'accord. Je trouve. Tu penses que ça gâche la démarche artistique, du coup? Je pense que quand tu sais pas le faire, tu le fais pas. D'accord. Alors tiens, vas-y. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Regarde le nombre de youtubeurs. Moi, je me souviens de la grande période de SLG à l'époque. C'était une tuerie. Et puis du jour au lendemain, il a fait une saison 6 où il s'est amusé à parler du rassemblement, enfin du Front National. On sait pas pourquoi. Et puis c'était la catastrophe, quoi. C'était la catastrophe. Plein de collègues, je vais pas donner des noms parce que voilà, mais qui ont essayé peut-être même une ou deux fois de faire des trucs politiques, c'était pas bon, puis ils ont compris que c'était pas forcément pour eux aussi, quoi. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé dans sa peinture, dans sa sculpture, de vouloir y mettre un sens politique, déjà parce qu'on n'est pas responsable intégralement du sens qu'on met aux choses dans l'art. Il y a aussi la personne qui le voit, qui peut le voir comme politique. Aujourd'hui, il y a des trucs d'art contemporain, il y a un mec il saute des chiottes sur un bout de tuyau, les gens disent waouh, c'est une critique de la Corée du Nord et tout. Enfin, tu vois, il y a des interprétations. C'est trop subversif, alors qu'en fait, je suis sûr que la moitié des mecs sont des escrocs et qui n'en ont strictement rien à foutre. Ils ont juste soudé un chiotte sur. Puis ils mettent une thématique derrière. Enfin, tu vois, et voilà, et on dit waouh, c'est une critique de la consommation. Il y a ce qu'on y met, Et toi Daniel, du coup, alors toi, c'est particulier parce qu'on connaît du coup Greg par rapport à ses carrières d'humoriste et maintenant aussi les interviews, etc. Mais toi, t'as fait des œuvres politisées, on pourrait dire quand même. L'antisémite, elle est politisée quand même. Celle-là, vraiment, plus que Métastase, ouais. Mais l'antisémite est très politisé. Alors, comment tu vois le rapport à l'art et le tien aussi par rapport à tout ça? Je pense que justement, c'est une question intéressante et à mon avis, la droite a des qualités, mais elle a des défauts aussi. Et un des défauts, alors la droite, est-ce qu'on met Dieudonné dans la droite? Non, pas vraiment. On va dire dans la dissidence, voilà. La dissidence a tendance à tout politiser. Et pour moi, l'erreur de Dieudonné, c'est qu'il a voulu faire des films à message avant de faire des bons films, voilà. Et bon, l'histoire est assez connue, mais juste avant le tournage du deuxième film, du deuxième long métrage avec Dieudonné, où j'étais assistant réal, mais où en fait, je dis pas ça pour me glorifier, parce que honnêtement, je trouve que le film est nul, donc c'est pas à mon avantage, mais en fait, j'ai été un petit peu réalisateur, dans le sens où j'ai souvent dit à quel endroit fallait mettre la caméra, parce que Dieudonné n'en avait aucune idée, il ne savait pas ce qu'était un réalisateur, en fait, il n'avait pas compris comment on faisait un film, je le dis vraiment au sens pur, hein. Et bon, bref, et 2 semaines avant le tournage, j'ai vu la catastrophe arriver, parce que je me suis dit, Métastase, ça va être pire, parce que l'antisémite, il y a eu un succès, parce que c'était le premier, le titre faisait buzzer, donc tu vois, tu vois quand même. Ils sont machin, il y a Sora là. Même les gens qui aiment une scène dedans qui est aussi
j'en avais parlé avec le mec qui avait joué juste 2 secondes, qui est extraordinaire, indépendamment de tout, c'est la scène du médecin, du docteur Oui. M. Foudy. Ah oui, non, elle est drôle. Et j'en avais parlé avec, c'est qui joue dedans, c'est, merde, comment il s'appelle? Olivier Sauton. Ouais, qui m'avait dit cette scène-là, j'ai pas aimé le film, mais cette scène est légendaire pour moi. Et c'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai qu'il y avait des trucs drôles, mais en gros, là, pour la faire courte, 2 semaines avant le tournage, bon, à l'époque j'étais jeune, donc c'était mon employeur aussi, Dieudonné, donc c'est difficile de dire à ton employeur, bah tu fais de la merde quoi. Mais j'ai essayé quoi. Voilà, je lui ai dit 2 semaines avant, je dis à mon avis on va dans le mur, et après je lui avais fait une prédiction, j'avais dit à mon avis il n'y aura pas d'autres films. Donc dans le sens où en gros ça va se planter, il n'y en aura pas d'autres. Et l'histoire m'a donné raison, il n'y a pas eu d'autres films après Métastase. Donc en fait voilà, Dieudonné a vraiment voulu transmettre un message comme il le faisait dans ses spectacles, sauf qu'un spectacle humoristique c'est fait pour... Je veux dire, il n'y a rien de plus drôle que critiquer le système, que voilà, pourquoi on aime les blagues sur les blondes, sur les gays, sur les juifs, parce qu'en fait ça joue sur les stéréotypes, c'est ça qui est drôle. Et donc Dieudonné, il était vraiment dans son élément sur scène, alors que transposer ça au cinéma, ben voilà, ça devient du théâtre filmé, ça devient voilà, Oui, ça devient joue comme du exagéré. théâtre, c'est ça qui est étonnant en fait chez Dieudonné. En C'est plus. pas être Oui, un en acteur plus. de film en fait, un côté très. Je suis d'accord, organique. je suis parfaitement d'accord ça, on l'a peu dit, mais en fait Dieudonné joue mal dans ses films, parce qu'il joue comme sur scène, il ne joue pas, je trouve que Sauton joue mieux que Dieudonné dans Métastase, parce qu'en fait on voit Dieudonné, le showman de spectacle, mais au cinéma, et du coup on n'y croit pas. Voilà, bon après, effectivement, c'est une erreur, mais il n'y a pas que... C'est une erreur de droite en général, c'est... Par exemple, les gens disent qu'il faudrait du cinéma de droite, et puis en fait, ils te pondent un scénario comme ça en 2 secondes, et tu dis, mais en fait, ton truc, c'est un tract de propagande, c'est pas un film. Je veux dire, quand tu vas voir Le Seigneur des Anneaux, ou quand tu vas voir un film qui a un sous-texte gauchiste, le message, il est pas aussi brut, tu vois. Oui, et ça, c'est parce que... etc., qui est assez subtil, on va dire, dans le message malgré tout. Ouais. Il y a eu des films classifiés comme films de droite, tu sais, les films de flics, là, je me souviens plus comment il s'appelle le dernier, qui était à Ouais, Cannes. Dirty Harry. Non, pas... Ouais, Dirty Harry aussi. Non, le truc avec du jardin. Mais je pense plus, ouais, le truc avec du jardin. Oui, Ah c'est oui, ça. oui, exact, pardon. Non, Ouais, Gilles Lelouch, je crois. Gilles Lelouch aussi, donc qui avait fait un film là-dessus. Bon, bref, quelques films qui sont considérés comme des films de droite parce que propagande de flics. Donc, comment tu le perçois ça? Bah oui, non, bah... C'est-à-dire qu'ils le sont parce que le sujet épouse le point de vue des flics qui ont affaire à la racaille. Donc forcément, quand tu regardes ça, en fait, tu es du côté des flics, tu dis putain, les mecs, ils ont pas la vie facile. Ils ont vraiment des ordures en face. En plus, on leur coupe un peu. C'est Bac Nord, c'est ça le nom du film? Bac Nord, c'est ça, ouais. Bac Nord, ouais. Il y a Bac Nord et puis il y a le film 13 novembre, donc avec du jardin. Effectivement, j'ai pas vu celui-là. Mais Bac Nord, effectivement, j'ai trouvé très convaincant. J'ai pas habité en banlieue, mais enfin j'avais des amis qui habitaient en banlieue, et cette tension qu'il y avait à chaque fois que j'allais en banlieue, je la ressentais à fond. Et on voit que les flics sont sous pression, qu'ils sont obligés de se doper eux-mêmes. Non, c'est vraiment des très bons films. Après, les films comme ça sont assez rares, et les réalisateurs n'ont pas voulu vraiment faire un film de droite. Hein. D'ailleurs, des fois, ils sont eux-mêmes pas de droite, mais simplement, quand tu épouses le point de vue des flics, tu te rends compte que simplement leur vie, elle est pas facile, quoi. Et ça te. Voilà. Et sur Les Misérables. Vas-y, Greg, pardon. Il y avait je sais plus qui avait pondu ça, puis il y a aussi du ridicule sur le film 13 novembre, je sais plus quel édito j'avais vu passer ce truc, que j'en avais rien fait finalement, mais ça doit être du Combini ou du je sais pas quoi, et c'était un journaliste qui se plaignait et qui dit mais regardez, quand l'attentat est commis, pendant toute l'investigation, ils descendent et ils ne contrôlent que des femmes voilées et des barbus. Et les mecs se plaignaient réellement qu'en fait la police française, le lendemain des attentats du 13 novembre, soit pas allée chercher un quota de chinois, un quota de roux, un quota de trans, ou je sais pas. Non mais c'est délirant. C'est-à-dire qu'ils ont dit pourquoi est-ce que... Et il y avait un des flics de l'époque qui avait répondu et qui avait dit parce qu'excusez-moi, le lendemain d'un attentat islamiste, on cherche des islamistes, quoi. Puis après c'était parti en oui, mais ça peut très bien pu être pas un Ouïghour, enfin oui, voilà, un islamiste asiatique. Ok, laissez tomber, voilà, stop. Oui, on va fini, chercher les exceptions. Et voilà, oui, il y a une sensibilité aujourd'hui un peu à fleur de peau aussi, quoi. Des fois, tu décris un peu juste le réel de comment bossent les gens, et tu vois, t'as un attentat islamiste en France, ils vont arrêter des barbus, moi ça me rassure. Oui, les gens, ça les inquiète de voir la police. Moi, je serais inquiet que la police aille faire une descente dans le 13e, tu vois. Oui, ce serait problématique dans ce cas-là, oui. Et alors du coup, à contrario, on a eu des films qui sont considérés comme des sortes de propagande d'extrême gauche. Et on a eu Athéna, Les Misérables, qui sont un peu le pendant inverse de Bac Nord, etc. Pareil, est-ce que vous voyez ça comme... Est-ce que toi, Daniel, tu vois ça comme une propagande déjà? C'est-à-dire qu'Athéna, je crois que tu l'as traité d'ailleurs sur ta chaîne ou pas? Non. D'accord. Non, je l'ai pas traité pour la simple raison que je l'ai pas vu, parce que
il est rare que je m'inflige des films aux propos gauchistes, on va dire forts, parce que des fois tu peux le distinguer dès la bande-annonce. Mais en fait, j'ai atteint un âge où je sélectionne ce que je regarde et voilà, de temps en temps, je vais regarder pour en parler au public. Par exemple, j'ai pas regardé Les Seigneurs des Anneaux avec des acteurs noirs parce que pour moi, il n'y a pas besoin de juger le contenu artistique. Il y a une volonté, à un moment donné, de travestir un univers en quelque chose qui n'est pas et qui n'a pas à être. Et en fait, c'est une forme, si tu veux, c'est une forme de boycott que j'assume parfaitement parce qu'il y a tellement de belles choses à voir, à écouter. Voilà, je laisse d'autres faire des analyses, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu ça a été un échec. C'est-à-dire que les 2 premiers épisodes ont bien marché de Ring of Power, donc là, voilà le feuilleton Amazon sur Les Seigneurs des Anneaux. Et après, ça a plus marché. Bah ouais, parce que les gens, c'est pas la cam qu'ils veulent. Bah voilà quoi, c'est tout. D'accord. Et Greg, qu'est-ce que t'en penses, toi J'ai vu la série, moi. T'as pas vu la série? Et des films comme Athéna, Les Misérables, je sais pas si tu les as vus, qui traitent justement de la banlieue, de la police. Quand le message politique me semble vraiment trop fort, j'y vais s'il y a des acteurs dedans qui sont des acteurs que j'apprécie et dont j'ai envie de voir le jeu et qui je sais que en prenant sur moi, ils arriveront à me faire rire. Et que je vais passer un bon moment parce que l'acteur me fait rire ou que l'acteur est bon ou que voilà. C'est tout, sinon je m'inflige pas trop ça. Non, Le Seigneur des Anneaux, j'y suis allé parce que j'aimais bien la SF. Et c'est consternant parce que ça fait partie de toutes ces tentatives on va dire de wokisation ratées. Et où le message au final est pire que ce qu'il devait. Et en fait, sur Le Seigneur des Anneaux, effectivement, il y a des elfes noirs. Il y a un elfe noir. Cet elfe noir, c'est un elfe sylvain, donc un elfe qui est resté en terre du milieu pour vivre auprès des hommes. Et on comprend que ce sont des elfes qui sont petit à petit mélangés à la population, métissés, etc. Et qui donc ont des traits qui sont plus vraiment elfiques. Et puis, il faut comprendre que chez Tolkien, ces elfes-là sont considérés moins purs que les Noldor. Et puis tu les vois à un moment, les Noldor. T'as un plan sur les premiers elfes purs. Ils sont tous blonds aux yeux bleus. Donc c'est quoi le message en fait? C'est que à l'origine, quand ils étaient blonds aux yeux bleus, ils étaient purs, et que en fait, par le métissage, ils sont devenus moins purs. Je te jure, ils ont raté leur coup. Mais le problème c'est ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire des très bons scénarios qui se raccordent dans tous les cas ou qui se raccrochent aux histoires d'origine, quoi. Donc du coup les gens voient des incohérences comme toi tu l'aperçois, quoi. Non mais en fait ils ratent leur coup. C'est comme ça j'en avais parlé dans une émission chez Mandrill. C'est comme le coup des derniers Star Wars. Le coup des derniers Star Wars, ils ont tout voulu nous mettre. Ils ont voulu nous mettre des lesbiennes, ils ont voulu nous mettre des noirs, ils ont voulu nous mettre de la minorité, ils ont voulu nous mettre des femmes, ils ont voulu nous mettre du progrès, ils ont voulu nous mettre des véganes parce que indirectement il y a des trucs complètement débiles qui tournent autour. Ils ont tout voulu nous mettre. Et en fait, ils ont rien compris au premier Star Wars. Le vrai Star Wars woke, c'est le Star Wars des années 70. C'est pas le Star Wars de 2020. Quand tu regardes tu les as vus les Star Wars? Oui. Les premiers? Vous les avez vus? Est-ce que l'un d'entre vous peut me citer dans la trilogie originale un personnage de méchant qui ne soit pas un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arabes méchants. Oui, il y en a aucun. Il y en a aucun. C'est toute la métaphore du Star Wars 1, c'est que l'Empire, ce sont des hommes blancs, hétérosexuels et oppresseurs jusqu'au bout, alors que la Résistance, tu as des aliens, des femmes, des moustachus, tu as tout ce que tu veux dans la Résistance et tu l'as pas dans l'Empire. Et ils ont rien compris à l'œuvre originale. Et donc ils se sont dit, bah chez les méchants, on va mettre des femmes, on va mettre des homos, on va mettre ce que tu veux. Et du coup, on s'est retrouvé avec un truc qui du coup tue la représentation politique de base, de l'œuvre originale, parce que tu vas pas me faire croire que c'est pas volontaire dans la trilogie originale. Tu n'as pas un personnage de l'Empire Galactique qui n'est pas un homme blanc de plus de 40 ans. Tu n'en as pas. Ouais, je suis plutôt d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, conversation? Non, Daniel. Quand on me parle, bah, on m'appelle avec mon nom de famille, ça me fait chaud. Moi, ça me fait bizarre. Je me suis dit, merde. C'est très sérieux tout ça. non, mais oui, c'est vrai. Bah, moi, je suis pas un grand. J'ai regardé le Star Wars. Enfin, j'ai regardé ceux des années 70 et puis les 3 autres ensuite. J'ai pas regardé la nouvelle version. Ouais. Parce que c'est un univers qui m'intéresse pas trop en fait. Voilà. Moi, je l'ai regardé quand même parce que c'est le genre de truc que tout le monde a regardé. Ouais, c'est vrai que ce que dit Greg là, sur ce point-là, bah ouais, il a raison. C'est vrai quand on y songe, effectivement. Mais après, c'est pareil aussi dans Matrix, hein, sur l'agent Smith.
voilà, c'est le blanc, quoi. Et puis en face, il y a la communauté de la résistance qui est métissée. Faut pas oublier aussi que dans les années 60-70, on était 15 ou 20 ans après la Première Guerre mondiale. Et pendant que Greg parlait, je réfléchissais. Et c'est vrai qu'il y a énormément de films où en fait le méchant n'est pas seulement un blanc, c'est littéralement un nazi. Vous prenez Marathon Man par exemple avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman se fait, voilà, il se fait torturer par un mec qui est un ancien nazi. Donc en fait il y avait cette figure qu'on peut parfaitement comprendre. Hein. Imaginez, vous avez vécu la guerre, vous avez 40-50 ans en 1970. Bon bah en fait le blond aux yeux bleus, bah pour vous c'est le grand méchant parce que dans votre vie ça a vraiment été le grand méchant. C'est l'Allemand qui est venu sur ce territoire. Les communistes voilà, aussi. et puis bien sûr, dans les James Bond et tout, les méchants c'était les Russes. Donc il y a aussi, c'est pas forcément de la propagande. Je sais pas si c'est, en fait je m'interroge, je sais pas si c'est de la propagande pour Star Wars le premier du nom, ou si c'est tout simplement le vent de l'époque. Ah, c'est un côté grands New méchants, Age, non, mais je pense que c'est un quoi. côté New Age gauchiste de l'époque. Ouais, en aussi, gros. me semble-t-il. C'est juste parce que c'est criant quand tu regardes, c'est tout. Je réponds juste parce qu'il y a des gens dans le chat qui disent 2-3 conneries. Ils m'ont dit oui, on va pas faire 2 heures sur Star Wars, mais Lando Calrissian et les Noirs, il trahit. Oui, sauf que Lando Calrissian est considéré, si tu regardes la totalité de l'histoire, comme un personnage qui a une phase où il sombre, mais la morale de l'histoire, c'est qu'il redevient bon, qu'il aide la résistance, voire qu'il sauve le bousin. Donc Lando Calrissian n'est pas un personnage mauvais de Star Wars, et il ne rejoint certainement pas l'Empire, d'ailleurs. Et vous me dites ensuite Boba Fett. À quel moment Boba Fett, il enlève son casque dans la première trilogie? Tu ne sais absolument pas la couleur de peau de Boba Fett. Rien ne dit à un moment ou un autre que Boba Fett est autre chose que blanc. C'est vrai déjà, que non, c'est rien. Tu ne le sais pas, et les gens ils me parlent de Jabba le Hutt, des droïdes mercenaires. Oui, les mercenaires, effectivement, il y a de la diversité dans les mercenaires, parce que l'Empire blanc va corrompre des individus, etc., pour les amener de son côté ou autre. Mais les mercenaires et les droïdes, c'est pas l'Empire. L'Empire, l'administration impériale, ceux qui représentent l'autorité politique qui prend les décisions oppressives de la dictature sur le groupe, ce sont les décideurs, des blancs, hétérosexuel de plus de 50 ans. Alors tiens, je vais faire mon gauchiste qui veut défendre les woke. Mais est-ce que c'est vraiment de la faute du coup de vouloir faire de l'inclusivité dans les films, ou c'est pas plutôt de la faute du fait de faire mal les films tout simplement, de pas être capable de les réaliser comme il faut, de mettre juste une débauche d'effets spéciaux? Parce qu'aujourd'hui on a Netflix, moi j'ai l'impression de voir une wokisation aussi du cinéma, mais vraiment en fait, c'est-à-dire que entre le quota de bits qu'ils ont le droit d'afficher, parce que Netflix a la spécialité de monter des kikis quand on voit tout le temps, des trucs un peu bizarres avec des histoires de couple qui sont très libertins et voilà, des trucs comme ça, machin, mais est-ce que c'est vraiment dû au fait de vouloir mettre des minorités, ou juste parce qu'ils sont mauvais en fait? Très mauvais réalisateurs, très mauvais humour, très mauvais univers à exploiter, etc. Des sortes de redites tout le temps, enfin, c'est quoi pour... Parce que tu fais de l'argent, tu veux vendre ton produit. Aujourd'hui, un produit qui a de la diversité se vend mieux qu'un produit qui n'a pas de diversité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la diversité. C'est comme les gens qui pensent que vraiment le PDG de Twitter, de Microsoft, de Google, que Decathlon ont compris l'enjeu de la représentation. Si demain, la vibe en France, c'est Daniel Conversano, Decathlon fera des vêtements et des produits sur sa ligne. Point. C'est juste une question de qui a le marché. Et c'est tout. Si vous pensez un seul instant que ces milliardaires-là sont dans votre camp et ont compris, en ont quelque chose à foutre de ces gens-là, vous carrez un doigt dans le... Enfin, voilà, je pense. Non, c'est juste, mais je voudrais ajouter quand même quelque chose. C'est en fait, alors les producteurs évidemment ne pensent qu'au fric, puisque c'est eux qui mettent le fric au départ, donc il faut qu'ils rentrent dans leur argent. Et parfois d'ailleurs ils n'y parviennent pas quand ils font des trucs trop woke, ce qui est en train d'arriver avec La Petite Sirène, qui est en train de faire un bid, en tout cas en Chine. On verra ensuite sur le marché européen par exemple. Maintenant, il y a des créateurs qui sont des militants aussi, faut pas se le cacher. Et aujourd'hui, les gens qui sont des gens très talentueux, qui travaillent pour Disney dans l'illustration, et bien en fait, ils ont eux-mêmes fait une charte disant que dans chaque film d'animation ou chaque film tout court, ils mettront une proportion de, je dis n'importe quoi parce que je me souviens plus, mais 10-15% de minorités qui n'ont rien à faire dans cette histoire, ou plus exactement d'homosexuels ou même de trans. Donc ça, c'est, il y a quand même du politique un peu, mais il n'y a pas que du politique. C'est vrai qu'il n'y a pas que du politique. Et il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, mais ce qu'on appelle le grand emplacement, qui touche essentiellement les pays occidentaux, en fait a une influence sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, aux États-Unis, il y a des millions d'afro-descendants, et en fait, il faut des produits pour ces gens-là. Les Noirs veulent voir des films dans lesquels ils sont valorisés. Les Noirs, par exemple, je sais pas, on se dit mais pourquoi ils font ça? Ça paraît absurde. Un Noir veut pouvoir se rêver comme samouraï. Alors un jour, on verra un film où un Noir est samouraï. Et c'est simplement parce que
Peut-être ça existe déjà, je ne sais pas. Ça existe déjà. Voilà, voilà. Ouais, mais Blade non. à l'époque, chasseur de vampires samouraï. Ah bah voilà, ouais, bah oui, non, mais très bonne. Voilà, tu vois, j'avais oublié. Blade, c'est un peu ça. C'est en gros un mélange entre Bruce Lee, la Shaw Brothers, et puis la virilité black, avec le mec a un physique de basketteur. Bah, parce qu'en fait, il y a un public pour ça qui n'est pas nous. Et on se dit, mais qui va voir ces conneries, franchement et ben en fait, les noirs. Ah non, pas forcément. Moi, j'ai regardé Blade, même Spawn. Hein. Spawn, c'est un black, tu sais, qui se fait buter, qui est flic, et après il devient une sorte de diable, je sais pas quoi. Moi, j'avais lu la BD, parce que il y avait un côté quand même attrayant, tu vois, dans le scénario, la mise en scène, etc. Et même Blade, c'était pas mal pour le scénario, c'était un truc un peu, voilà, c'était intéressant. Mais vas-y, je te laisse reprendre. Non, mais j'avais fini. Hein. J'avais fini. Évidemment, on peut des fois regarder. Je crois que Shaft avec Samuel L. Jackson, je l'ai regardé, mais parce que c'est un film de black dans un univers de black qui rend hommage à la Blaxploitation. Bon, bah moi je regarde. Je suis client, je suis cinéphile, je regarde un peu tout. Mais c'est vrai que quand tu vois des noirs. Voilà, quand par exemple on va choisir Will Smith pour jouer dans Les Mystères de l'Ouest, nouvelle version, là il y a quelque chose d'un petit peu plus pervers. Et ben parce que pour moi il y a un double truc, c'est à la fois une propagande qui veut mettre en avant de plus en plus de noirs dans des rôles principaux de gentils, pratiquement toujours de gentils, il y a des contre-exemples mais il n'y en a pas beaucoup. Et le deuxième point c'est que la population noire augmente en valeur, enfin en proportion, et donc il leur faut des produits quoi. Il faut qu'on leur présente des trucs qui vont les valoriser. Alors Greg, grand remplacement. Ah bah c'est ce qu'il dit est juste, il y a une population, surtout qu'en plus tu cites beaucoup de films américains et qu'aux États-Unis il y a quand même cette notion de communauté afro-américaine qui est très forte et qui était bien plus développée, qui l'est toujours d'ailleurs bien plus développée chez eux que chez nous, donc c'est normal que ces films-là représentent la société américaine telle qu'elle est. Je vois pas en quoi c'est un problème. Après, tu sens derrière qu'il y a quand même un volontarisme politique de pousser les choses dans des proportions qui sont parfois, dans leur accélération, un peu déconnectées complètement de ce qu'est la réalité encore de notre pays. Mais moi, ça me choque pas, si tu veux, l'art n'est pas fait que pour être une représentation du réel, il est fait pour être une proposition de perception du monde. Bah, si l'art est une proposition, on peut proposer un peu ce qu'on veut. Moi, ça me dérange pas. Pas plus que les acteurs hommes qui jouent des femmes ou inversement. Pas plus que... C'est pas la réalité. Il n'y a pas de limite, en fait, dans l'idée. C'est pas la réalité. Ou alors, sauf s'il y a un vrai travail derrière qui se double de dire que c'est une juste représentation de ce qu'était l'histoire, etc. Mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Donc, à part pour quelques hallucinés qui pensent vraiment qu'il y a eu une reine d'Angleterre noire. Bon, peut-être. Il y a peut-être quelques personnes qui le pensent. Est-ce que ce serait gênant de le faire? Genre demain, t'as la reine d'Angleterre noire à Netflix qui sort ça. Voilà. Non, il n'y a pas une série? Bah oui, il y a déjà une série, mais je ne sais pas si elle est basée... sur je sais rien, parce que finalement quand tu es plus dans l'histoire, tu as toujours un contre-exemple d'un pays européen où à un moment donné pendant 20 ans il y a eu une métisse qui était je sais pas où, mais oui, disons que le remplacement des personnages imaginaires blancs par des noirs, bon, on peut s'interroger dessus, mais c'est pas la fin du monde. Je suis persuadé qu'il y aura un jour et peut-être même très prochainement un James Bond noir, mais James Bond est un personnage fictif. Mais quand c'est des personnages historiques, oui, il y a de quoi s'énerver. Il y a de quoi pratiquer un boycott, tout simplement, ça m'intéresse pas. Je veux dire, je vois ce que dire Greg. Quand on regarde un film, c'est pas toujours pour voir le sous-texte politique derrière. Mais parfois, le sous-texte est si agressif que on ne voit que ça, en fait. On ne voit que ça. Moi, franchement, j'ai aucun problème à regarder un film d'action, par exemple, où il y a des Noirs, des Latinos. Je dis ça parce que c'est souvent les Américains qui font des films d'action. Donc c'est un peu les peuples qu'ils ont chez eux. Je m'en fiche. Voilà, si c'est pas une charge contre l'homme blanc, ça va pas me déranger de le regarder. Ce qui était le cas des années 80-90, c'est pas forcément des trucs qui étaient pensés pour être anti-blanc. Aujourd'hui, on a un certain cinéma français et américain qui est une charge permanente contre en fait la classe moyenne blanche, voilà, tout simplement. Alors quel film par exemple? Est-ce que tu peux citer des exemples pour qu'on puisse se reposer, tiens, sur quelques types de films? Bah, en fait, bizarrement, l'exemple qui me vient n'est pas un exemple européen, tu vois. C'est non, mais l'exemple, non, parce que c'est un peu comme quand tu joues au petit bac. Ouais. C'est un mec te dit trouve un nom de pays en N et t'en trouves aucun, tu vois. Bon là, je viens de trouver Nicaragua, mais il y en a pas tant. Voilà, le cerveau bloque. Mais en fait, il y en a un qui m'est venu tout de suite parce qu'il m'a vachement choqué. C'est Parasite. En fait, c'est ce film coréen qui a vachement marché,
Alors évidemment, Parasite, c'est pas un film anti. Enfin, plus le un problème film, n'est pas identitaire. sur le capitalisme et les classes. Voilà. Et la Le classe, problème en n'est pas fait. identitaire dans Parasite, mais moi, ça m'a. Alors que pourtant, je suis issu du prolétariat. Hein. Mais moi, le film m'a choqué parce que j'ai trouvé que c'était un film anti-riche. Oui. Mais vraiment fortement anti-riche, et ça m'a mis très mal à l'aise. Et surtout, alors d'ailleurs, également la Palme d'Or du Festival de Cannes de l'an dernier, je me souviens plus le titre du film, mais c'est pareil. Ça se passe sur une croisière. Dans un bateau, et en fait les riches sont vus comme les dernières des ordures à qui on fait subir tous les outrages, et ça c'est quelque chose, c'est un élément du wokisme qui est pas mais ça c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant dans le cinéma d'aujourd'hui. Voilà, tu peux dire voilà, quelqu'un qui est héritier mérite pas son argent, on peut en discuter dans une perspective. On est, je pense qu'on est tous un peu issus de la classe prolétaire ici, ou classe moyenne, pas plus. Mais là, ça prend une tournure. Je veux dire, moi, j'ai rien contre les gens qui gagnent bien leur vie avec le fruit de leur travail, quoi. J'ai rien contre le fait qu'un médecin ou un avocat gagne 6, 7, 8 000 balles par mois. Enfin, je trouve ça normal. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dans le cinéma moderne qui me gêne. Alors qu'au contrario, t'avais American Nightmare où on va dire que c'est les bourgeois qui arrivent à buter quand même les pauvres. Regarde, c'est toi qui as trouvé l'exemple que je trouvais pas. American Nightmare, c'est ça. Oui, c'est un film qui est. En plus, j'avais pas trop compris le concept. Alors j'étais allé le voir au cinéma. Et moi, en tant que blanc, ce film m'a fait du mal. En fait, en gros, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, c'est dans un futur proche. On imagine que l'État a réussi à réprimer toute forme de violence. Mais comme nous restons des animaux, des animaux intelligents, mais des animaux quand même avec des instincts, une fois par an, je crois que c'est au moment de Thanksgiving, enfin c'est pas très important, on a le droit de tuer n'importe qui dans la rue. De violer. Donc en gros, tous les crimes sont impunis le temps d'une nuit. Voilà, le temps d'une nuit. Bon, évidemment, c'est une fiction, c'est un jeu de l'esprit. Et en fait, donc la famille, je crois que c'est quand même une famille blanche, mais elle se réfugie chez elle. Voilà, famille le blanche mec typique américaine, petite bourgeoisie. Il ferme toutes les portes, etc. Sauf qu'en fait, les gens qui viennent apporter la violence et le meurtre chez eux sont des jeunes issus d'une classe riche, en fait. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais c'est quand même démentiel que d'imaginer dans un pays multiculturel, multiethnique comme les États-Unis. En fait, si ça existait, ce seraient les jeunes blancs milliardaires qui seraient le danger pour la middle class ou bien pour les noirs. T'as les noirs, t'as les latinos, t'as les psychoptiques un peu à la. Comment il s'appelait, l'American Psycho, là, Bates. Donc t'as un peu tous ces profils effectivement là-dedans. Alors tiens, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi, Greg, de ce type de cinéma? Est-ce que ça te fait peur? Je l'ai pas vu parce que je sais pas si c'est la bande-annonce ou quoi. J'avais compris le concept qui me semblait assez intéressant. En tout cas, le premier surtout. Le synopsis de base, mais je sais pas, dans la réalisation, ça m'a donné l'impression, dans la bande-annonce en tout cas, d'être un peu un film. La bande-annonce m'a pas donné envie d'aller le voir. Voilà. Je comprends. C'est con, hein, mais d'être un truc un peu. Ouais, classique, quoi. Un peu violence gratuite qui tue un peu le propos. Je sais pas, ça m'avait l'air d'être finalement un gros slasher de série B avec une petite dimension chronique, politique, mais je sentais pas vraiment le film qui avait un propos au-delà de son concept de base, quoi. Donc oui, il s'arrête. En fait, le propos du premier, ça s'arrête sur un père qui est assureur et qui est équipé comme jamais, quoi. Pardon, Greg, vas-y. Bonne idée de scénar pour une partie de jeu de rôle, mais ça m'avait pas inspiré plus. D'accord. Et les films un peu justement comme ça qui mettent en scène donc une violence des blancs où les blancs seraient mis en danger, où la petite bourgeoisie, enfin la bourgeoisie serait mise en danger, ça te fait peur comme Daniel ou... Non, c'est pas. Pardon, c'est pas. Non, mais c'est pas que ça me fait peur, c'est que si tu veux, quand tu vois un film qui porte un message, tu vas pas forcément bloquer là-dessus. Mais quand t'en vois plusieurs dans un délai court qui semblent aller dans la même direction, tu te dis, mais en fait, il y a comme un effet de mode idéologique. Alors, en fait, on veut nous dire qu'en gros, les riches sont les pires ordures. Et je crois que le monde est plus compliqué que ça. Voilà. Moi, j'ai fréquenté pas mal de pauvres dans ma vie qui étaient des purs connards, quoi. Et ça, c'est quelque chose que... En fait, c'est comment dirais-je, c'est les bons sentiments. En fait, les réalisateurs, souvent de gauche, veulent montrer qu'ils sont du côté du peuple et donc ont tendance à épouser un peu leur cause en ayant un discours fort contre, même pas les élites, en fait, juste contre les gens qui ont beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose, ouais, ça me dérange, effectivement, ça parmi d'autres choses, hein. Mais c'est une mode qui passera peut-être. Je veux dire, quand on voit par exemple ce qui s'est passé au Festival de Cannes de cette année, ouais. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, c'est la nana qui a gagné la Palme d'Or, c'est une réalisatrice française. Et donc, en fait, elle a critiqué
Macron par rapport à la réforme des retraites. Elle a le droit, mais sauf que là, ça n'avait pas de sens, puisque son film est le produit de l'exception culturelle française, c'est-à-dire du fait que une partie de l'argent des impôts et de l'argent alloué à la culture par l'État va à des réalisateurs, indépendamment d'ailleurs de la réussite de leur film. C'est-à-dire si elle n'avait pas gagné la Palme d'Or et que le film s'était planté, bah, son film a quand même coûté, je ne sais plus, 2 millions ou 3 millions qu'elle a reçu en subvention, hein. C'est pas son argent à elle, évidemment. Donc plein de gens, même de gauche, ont dit non mais attendez, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de cracher dans la soupe. Je veux dire, on peut critiquer plein de trucs en France, en premier lieu si on veut la réforme des retraites, mais par contre on peut pas dire que le cinéma français ne bénéficie pas d'une aide en fait. Et en fait tous ces gens, en plus je le connais un peu ce petit milieu du cinéma français pour avoir été, alors j'ai été dans les strates inférieures, hein, j'étais figurant, silhouette, sous-cadreur, assistant du cadre, etc. J'ai fait quelques tournages parisiens. Ces mecs-là sont issus eux-mêmes de la bourgeoisie. C'est ça qui est insupportable. C'est que c'est pas des prolos qui crachent sur des riches. Si c'était le cas, ce serait beaucoup plus intéressant. Ce serait une critique de la richesse qui serait beaucoup plus juste, beaucoup plus authentique. Non, c'est des mecs, c'est des membres, on va dire, de la bourgeoisie, parfois même de la noblesse, qui ont un discours de gauche dans leurs films en mode regardez ces connards capitalistes c'est des méchants, alors que eux-mêmes sont des héritiers qui ont jamais bossé de leur vie et qui peuvent se permettre de faire des films parce qu'ils ont bénéficié de tous les pistons du monde. Et ça c'est vraiment un truc, on est au-delà du discours woke, anti-woke, on est dans l'aspect népotiste du cinéma français qui est insupportable. Alors le népotisme du cinéma français, qu'est-ce que t'en penses Greg toi de tout ça? Oui, il y a du népotisme dans le cinéma français. C'est un petit milieu, hein. Tu peux très facilement, comme disait, on ne voit plus aux soirées là. Ouais, tu peux très facilement ne plus être appelé aux soirées. Ça va très vite de plus être appelé aux soirées. Les numéros, ils ont un gros problème de carte SIM, ça se perd très vite. Les gens oublient de te rappeler, tu sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai. Il y a un entre-soi et je me suis fait défoncer pour avoir dit ça à Livre Noir parce que les gens sont pas capables de comprendre que je grossis le trait. C'est normal. Face à une autre image d'Épinal qui est de penser que l'intégralité du milieu culturel français est un milieu de gauche. Quand je disais un comédien de droite, ça n'existe pas. Ce que je voulais dire par là, c'est que dans les acteurs qui ont réussi, il y a très peu de gens qui sont authentiquement des gens de gauche. C'est faux. Encore une fois, la structure même de ce boulot-là, t'es ton propre patron, ton propre produit, ton propre projet. Bon, en fait, en tant que tel, c'est un effort normalement de tous les instants de ne pas basculer dans une idéologie et une idéologie de la bourgeoisie. Très dur. C'est très dur. Après, ils sont non, mais c'est pas vrai, parce que moi, je connais un copote, il est ingé son et il est de ONPA. Bon, voilà, on va passer outre parce que ça sert à rien. Ce que je voulais critiquer à ce moment-là, c'était cette image d'Épinal que le milieu du spectacle serait intégralement un milieu de gauchistes. Et très souvent chez les comédiens qui réussissent, et même chez d'autres, il y a des réflexes qui sont des réflexes de droite. C'est vrai. Et qui sont parfois légitimes parce qu'ils tendent à soutenir aussi des conditions de travail qui sont pas faciles. Donc tu as besoin d'accorder de la place au mérite individuel quand tu évolues dans ce genre de milieu-là plus qu'ailleurs. Mais voilà, c'est un milieu de la concurrence absolue, c'est un milieu qui a beaucoup de place, peu d'élus, donc tout te pousse à avoir une mentalité qui tend aussi à droite. C'est pas vrai ce truc mais bon, les gauchistes ont préféré m'attaquer là-dessus plutôt que de comprendre que j'essayais de répondre à une vision réactionnaire du truc. J'attendais pas. C'est quand tu disais que la subversion était de droite en fait, c'est ça? C'était par rapport à ce propos-là, non aussi? Je pose une question générale. Ouais. Ça dépend de ce qu'on appelle la subversion à tous les niveaux. Ça, j'ai beaucoup entendu. C'est vrai qu'à l'époque, c'était encore le cas. Ah oui, peut-être. Il y a une irrévérence qui est davantage aujourd'hui cataloguée et étiquetée à droite. C'est-à-dire que dès que tu vas critiquer un discours politique de façon un peu trop brutale, en mettant le doigt sur le caractère volontariste de la nuisance apportée par les élites politiques, c'est-à-dire pas ils sont mauvais, les pauvres, on en rigole, mais ils le font sciemment exprès, tu as immédiatement tout un arsenal médiatique soutenu en général par une pseudo-politologie qui vole rarement haut, qui tend à te pousser vers les fameuses catégories du siècle de fachosphère, de complotistes, de
blablabla, et on se retrouve à t'accoler ce qu'on peut. Confusionniste, complotiste, extrême droite, fasciste, réac, rouge-brun, etc. Et c'est quelque chose qui est une des armes du siècle. Donc, oui, moi je vois qu'aujourd'hui il y a une forme de subversion, en tout cas escalée de droite, elle est placée à droite. Il y a des gens qui sont, oui, des gens subversifs de droite. C'est évident que c'est le cas, que ça a toujours été le cas. Enfin, c'est pas, je vois pas pourquoi est-ce que la subversion serait le monopole de la gauche à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui me paraît existant. Puis même pas qu'au-delà de la question de l'art. Qu'est-ce qui est subversif en 2023 ? Qu'est-ce qui est subversif ? Est-ce que c'est d'être en troupe avec un copain et sa cousine et d'être gender fluid tous les jours, ou c'est d'être hétérosexuel en relation stricte avec la même femme depuis 45 ans ? C'est quoi ? Elle est où la subversion ? Par rapport au modèle, par rapport... La subversion, elle se définit toujours par rapport aux tendances et aux mouvements du siècle. Alors, il ne faut pas penser que toute posture réactionnaire serait par essence subversive. Mais une posture réactionnaire, dans une société libérale, peut être subversive, comme une posture libérale dans une société réactionnaire peut être subversive. Daniel ? J'ai l'impression. Enfin, tu t'as vu sur tout ça ? Non, mais j'ai rien à rajouter. Non, mais j'ai rien à rajouter là-dessus. On est subversif toujours à contrario. Je veux dire, dans les années 60, être subversif, c'était réclamer un peu plus de liberté sexuelle, même un peu plus de temps de travail, etc. Aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes dynamiques. Donc effectivement, mais en fait, moi, ce qui me gonfle un peu, c'est quand même je suis présenté comme un provocateur. Ça, j'aime pas du tout. Enfin, ça m'énerve pas, je m'en fous en fait. Mais je veux dire, parce que je pense vraiment pas l'être. En fait, ça me dérange quand je suis défini comme quelque chose que je ne suis pas. Provocateur, ça voudrait dire que je fais semblant de tenir des positions pour choquer alors que je ne les pense pas. C'est pas du tout le cas. Moi, j'aimerais que ce que je pense actuellement soit ce que pense la masse, en fait. En plus, je suis un créateur de contenu sur YouTube. Enfin, pour moi, ce serait tout bénef si j'étais du côté du système et que j'avais les mêmes idées sur pas mal de sujets, ou même sur tous. Donc, en fait, je pense qu'on ne choisit pas la subversion. C'est l'époque qui fait qu'à un moment donné, il y a un modèle et soit on décide de lutter contre, en tout cas sur certains points, soit on s'y conforme. Il faut quand même aussi rappeler que, puisqu'on a parlé de pas mal de cinéma, que bien sûr, je suis pas idiot, y a une logique économique. Quand tu veux faire financer ton film, tu es soumis à des producteurs, tu es soumis à des... Quand même un réalisateur aurait des idées purement de droite en France, il aurait du mal à trouver un financement via le CNC si son scénario sentait un peu trop, on va dire, reconquête, on va dire, l'odeur de reconquête. Je suis parfaitement conscient de ça. Au-delà de ça, enfin, moi je me souviens à l'époque, je la cite, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais je me souviens qu'à l'époque, Tatiana Ventose avait préparé un pilote avec Ludo de Osons Causer, s'il te plaît. Wesh les copains. Le plot, c'était pas incroyable, hein. En plus le plot était marrant, elle avait fait ça genre en 2017, après le premier tour, et elle avait fait une uchronie dans laquelle on est en 2022. Et Emmanuel Macron est réélu au second tour face à Marine Le Pen avec l'exact même score qu'il avait fait en 2017 à la virgule près. Et c'était ça le plot de départ. Et le CNC a bloqué. Le CNC, ils ont dit oui, non mais attendez, faut regarder. Donc, si tu veux, pour le CNC, Tatiana Ventose, c'est trop à droite. Donc tu te donnes la marge de manœuvre que tu penses, avec un featuring Osons Causer. Hein. Donc après... Tu vois, bon, j'y étais pas, peut-être que, je sais pas, Cyprien avait besoin de sous, donc ils ont filé le pognon ailleurs, j'en sais rien. Je veux dire, c'est que, bon, la marge de manœuvre est quand même... ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement que ça sente reconquête, quoi. Ça sent... Éric Ciotti, les mauvais jours, c'est déjà trop. Très bien, très bien. Alors, moi j'ai une question, un petit peu en dehors du cinéma. J'ai une vraie question.